Eh bien, puisque cela m'a beaucoup été demandé et qu'en plus je pense que je suis une nana sympa, je vais parler aujourd'hui de la communication. Ou plutôt, comme indiqué dans le DSM-5, oui c'est le mini mais j'avais pas les moyens d'acheter le grand, comme écrit dans ce manuel, je vais évoquer le déficit persistant de la communication et des interactions sociales. Pour ce faire, je vais même prendre les critères les uns après les autres. Alors, il y en a certains, je les vois venir, oui, mais moi je suis timide et j'ai du mal à parler avec les gens. Oui, je conçois. Bon, manque de bol, moi je ne suis pas timide, j'ai même un manque d'inhibition, ce qui fait que je parle à n'importe qui de n'importe quoi. Là, on ne parle pas de timidité, même si je reconnais que si c'est uniquement ce que l'on observe, on pourrait penser, bah tiens, la personne n'arrive pas à communiquer. Là, on parle vraiment de choses spécifiques aux personnes TSA, et cela pourrait permettre aux personnes elles-mêmes de mieux se comprendre, voire de trouver des alternatives et solutions, aux parents d'enfants TSA de mieux comprendre le fonctionnement de leur bambin, et aux personnes donc curieuses, qu'elles soient professionnelles ou non, de mieux comprendre les difficultés qu'une personne autiste peut vivre dans ce domaine donc de la communication et des interactions sociales. Le premier critère, déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle, allant par exemple d'anomalies de l'approche sociale jusqu'à une incapacité à initier des interactions sociales ou d'y répondre. Ça peut sembler flou comme ça, mais si je prends un exemple personnel qui est même indiqué dans mon bilan TSA, mes initiations d'interaction sociale sont considérées comme inhabituelles et quand je fais beaucoup d'efforts, comme légèrement inhabituelles. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment écrit. Par exemple, cela peut sembler se limiter à des demandes personnelles, donc personnelles me concernant, ou à des demandes personnelles, voire considérées parfois, quand on ne connaît pas, comme intrusives, envers les autres. Et il m'arrive encore effectivement pas par manque de politesse, mais parce que je n'y pense sincèrement pas à dire bonjour en dehors d'un cadre conventionnel de type institution, Pôle emploi, la CAF, etc., le chauffeur de bus, ça dire bonjour, j'ai été bien éduqué, et pas de problème. Par contre, si je vais à l'association, si je rencontre des amis, il est très rare que je pense à dire bonjour et j'ai tendance à rentrer dans le vif du sujet que j'ai envie d'aborder ou de poser des questions à des gens que je connais peu et leur poser directement une question qui va être jugée comme étant intrusive ou trop personnelle parce que je n'ai pas pris les fameux chemins détournés, indirects, emplis de sous-entendus et d'implicites que j'avais déjà évoqués dans une vidéo précédente qui mènent ensuite à, puisqu'on se connaît mieux, on peut commencer à parler de sujets un petit peu plus profondément, etc. Et ça, à 38 ans, c'est toujours une problématique. C'est-à-dire que sur le moment où je le vis, je ne m'en rends absolument pas compte. Moi, j'ai envie de parler d'un truc, j'en parle, point. Ce qui, de mon point de vue, forcément, est beaucoup plus simple. Donc je n'ai pas, effectivement, intégré, selon les contextes, qu'il y a des codes à respecter, et je ne les connais pas tous par cœur d'ailleurs. Ce qui est instinctif dans ce domaine-là pour la plupart des gens, de type « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Qu'as-tu fait ce week-end? Ah, ben parce que moi, j'ai fait ça, ça et ça. » Chez moi, c'est toujours pas acquis. On se rassure, c'est possible de travailler dessus. Par exemple, comme j'ai beaucoup d'humour et que je suis capable de parler de beaucoup de choses en dehors de mes intérêts spécifiques, finalement, ce sont des choses qui passent plutôt socialement parlant, et dans tous les cas, je ne manque pas de politesse. Si je devais prendre un exemple plus général, je côtoie plusieurs personnes TSA qui ont, contrairement à moi, des difficultés à initier une interaction sociale, quelle qu'elle soit, que ce soit pour faire une demande, que ce soit pour demander à autrui comment il va, peu importe. Ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés, donc ne serait-ce qu'à poser la première question ou poser le premier mot lors d'une conversation, ce qui là encore peut ressembler à de la timidité, mais en réalité ça n'est pas le cas. Ce n'est pas que la personne est nécessairement timide, c'est que la personne ne sait pas comment aborder quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Le deuxième critère, ce sont des déficits des comportements de communication non verbaux utilisés au cours des interactions sociales. Cela peut aller, par exemple, d'une intégration déficitaire entre la communication verbale et non verbale, jusqu'à une absence totale d'expression faciale. Pour reprendre les mots qui ont été posés lors de mon bilan TSA, il est bien écrit que je suis parfois
Ok, souvent, en réalité, exalté, que ce soit au niveau verbal ou non verbal. Donc j'ai une tendance à être ce qu'on appelle trop ou pas assez. Donc je vais être tellement enjouée que je vais applaudir, que je vais flapper, que je vais faire plein de gestes et plein de mimiques et tout ce que vous voulez. Donc je suis trop dans le ressenti, puisque tout ce que je ressens est éprouvé fois 10 000 à peu près, si mes calculs sont bons. Et à contrario, je vais pouvoir, dans certains contextes, sembler froide. Je pense simplement que les émotions que nous ressentons en tant que TSA sont les mêmes que les personnes non TSA, j'ai envie de dire on est humain. Cependant, les déclencheurs et la façon de les vivre, là, vont être différents. Ce qui va vous apporter de la joie, moi, ça va pouvoir me laisser neutre. Ce qui, moi, par contre, va m'exalter de joie, va peut-être absolument pas vous intéresser, ni vous faire ressentir quoi que ce soit. Je pense simplement que le décalage, il se situe là. Autre exemple personnel, j'ai des difficultés avec le non-verbal également, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des difficultés à maintenir le regard, ou au contraire, à fixer. C'est-à-dire que je fais partie en tout cas de ces personnes autistes qui sont tout à fait capables de regarder dans les yeux. Par contre, je vais avoir tendance à fixer. Ce qui a pu causer quelques problématiques auprès de professeurs qui me trouvaient insolente. De plus, lorsque je fais ça, que je regarde quelqu'un profondément dans les yeux en fixant la personne, je ne parviens plus à écouter ce qu'elle me dit. Donc c'est au choix, hein. Il vaut mieux que je regarde pas la personne dans les yeux et que j'écoute réellement, activement ce qu'elle me dit, plutôt que je la regarde dans un et qu'en fait j'ai absolument pas écouté. D'ailleurs, ce fameux qui est de la communication non verbale est quelque chose que je ne fais pas. Mais c'est même pas parce que je n'ai pas envie de le faire, c'est que ça n'est pas du tout dans mon fonctionnement. Et des exemples plus généraux qui ne me concernent pas nécessairement, il y a des personnes sur le spectre qui ont très peu d'expression faciale comparée à la moyenne. Je vais pas dire qu'ils sont complètement froids, vides, ça n'a rien à voir avec un état émotionnel intérieur, c'est simplement des expressions faciales qui vont être plus limitées, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir donner l'impression à une majorité qu'elle fait la tronche, alors qu'en fait pas du tout, c'est sa tête normale. Et enfin, le troisième critère, ce sont des déficits du développement, du maintien et de la compréhension des relations. Cela peut aller par exemple de difficultés à ajuster son comportement à des contextes sociaux, jusqu'à l'absence d'intérêt pour autrui. Par exemple, mes amitiés ont toujours été très particulières. En réalité, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas d'amis. Alors ça n'est pas vraiment que je ne voulais pas en avoir, c'est que je n'avais pas grand-chose à partager avec mes pairs, et réciproquement. Les jeux habituels, notamment ce que l'on appelle les jeux symboliques, c'est-à-dire les jeux de faire semblant, créer des histoires à partir d'objets, etc. Alors ça... Typiquement TSA, je n'ai jamais su faire. On voulait pas forcément jouer avec moi parce que j'avais des comportements et une façon de communiquer qui était considérée comme étrange, donc je n'avais pas d'amis. Je n'en souffrais pas vraiment, je souffrais plutôt de ne pas comprendre pourquoi j'étais si différente. Depuis quelques années, j'ai de rares amis et c'est encore difficile pour moi de déterminer est-ce que la personne c'est une connaissance, est-ce que la personne est un copain ou une copine, est-ce que la personne est un ou une amie, à partir de quel moment on considère que tel critère rentre dans quelle case. Et c'est très instinctif visiblement pour plein de gens, et ça ne l'est pas pour moi. Pour tous mes amis qui me regardent, je suis navrée, le but n'était pas de blesser quiconque, mais c'est une réalité. Il y a des gens que je connais, bien plus qu'ils ne me connaissent, et ces personnes-là vont me considérer comme leur ami. Est-ce que ça veut dire que moi je dois les considérer en retour comme mes amis? À partir de quel moment? Posez-vous la question, à partir de quel moment vous considérez une personne comme étant une de vos amies? Et là où ça m'intéresse, ce sera encore mieux si vous laissiez un commentaire sous la vidéo pour que je puisse avoir des réponses, vos réponses, à cette question que beaucoup de personnes, notamment TSA, se posent. Mais effectivement, le maintien et la compréhension de ce type de relation n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir suivre une sorte de protocole en me disant c'est comme ça que ça doit fonctionner, ou de quelle façon ça doit fonctionner. C'est là où on me répond, en amitié ou en amour, que c'est plutôt au feeling. Et je crois que c'est une expression, je rêverais de ne plus entendre cette expression-là, quoi. Non mais Aurélie, tu fais ça au feeling? Ah bah c'est pas que je ressens rien, mais clairement, ce feeling-là, je dois pas l'avoir. Parce que du coup, c'est pas cadré, c'est un petit peu n'importe quoi, tout le monde ne considère pas les choses de la même manière, mais comment vous vous en sortez? Moi, je suis admirative pour les gens qui n'ont pas autant de difficultés à comprendre, initier, maintenir leur relation, quel que soit le type de relation d'ailleurs qu'ils entretiennent avec autrui. On en parle beaucoup entre nous, j'ai régulièrement des gens adultes, autistes adultes, qui viennent me dire mais nous on se connaît mais on n'est pas amis puisqu'on s'est jamais vu en vrai par exemple.
Et même moi, je commence à avoir du mal à en discuter parce que finalement, est-ce que le fait de se voir en vrai fait partie des critères d'une amitié? Bonne question. À partir de quelle fréquence je dois considérer que là, je risque d'importuner autrui et de gâcher une amitié? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de savoir que je suis en train d'entretenir une relation amicale avec une personne? Alors pour les relations amoureuses, je vous raconte même pas l'angoisse, c'est encore pire. Ce n'est pas un souhait d'entrer tout le monde et toutes choses dans des cases prédéfinies, mais c'est d'avoir au moins un fil conducteur global qui nous permette un petit peu de nous en sortir, parce que combien de fois on peut, alors là pour le coup, autiste ou non, se dire qu'on s'entend bien avec quelqu'un, qu'on est amis parce qu'on a partagé quelque chose, un événement, ou qu'on s'est aidé mutuellement, et puis finalement la personne elle va nous trahir, mais si la personne nous trahit, est-ce qu'on la considère encore comme notre ami? Parce qu'on peut aussi pardonner à un ami, donc à partir de quel moment je considère que l'autre n'est plus mon ami? Et là, c'est un vivier de questions, et je crois que c'est infini. Et lorsque je pose la question à des personnes qui n'ont pas ce type de difficulté, je vois bien, et je constate, d'après ce qu'elles me disent, que je, entre guillemets, me prends la tête. Mais je pense qu'il y a effectivement des solutions, je pense qu'il est tout à fait possible de prendre du recul et de ne pas avoir cette nécessité de dire cette personne-là est un copain ou cette personne-là est un collègue, parce qu'on peut être au travail amis avec des collègues. Donc voilà, le souhait n'est pas d'entrer tout le monde dans des cases prédéfinies, mais effectivement que des personnes non autistes ou des personnes qui ne vivent pas ce type de difficultés puissent comprendre pourquoi nous on a du mal. Concernant toujours l'amitié, puisque souvent dans les interactions sociales, c'est ce qui revient, la plupart des personnes fonctionnent avec des intérêts communs, des passions en commun, ou des centres d'intérêt en tout cas communs. Et j'ai envie de dire, autiste ou non autiste, eh ben finalement c'est peut-être une clé. J'encourage les personnes autistes, quel que soit leur âge, d'utiliser leurs intérêts spécifiques et leurs passions pour entrer en communication et échanger, et avoir des interactions sociales avec autrui. Alors évidemment, gardez en tête que ça ne va pas convenir à tout le monde, que tout le monde ne va pas être passionné par la même chose, mais je pense que c'est vraiment une des solutions. Ça peut être ce que je fais, par exemple, c'est-à-dire je fais partie d'une association d'activités, de loisirs et de sport pour personnes de tout âge avec autisme, et ça nous permet donc de partager des activités, de parler éventuellement chacun un petit peu de nos passions. Ça nous oblige à faire des sortes de cours d'habileté sociale sans le vouloir, c'est-à-dire que moi je rencontre une personne qui est passionnée par des choses qui au départ ne m'intéressent pas, mais de savoir que la personne, ça lui fait du bien d'en parler un petit peu, il me suffit de limiter, de cadrer un petit peu en lui disant « j'entends ce que tu dis, moi, à mon tour, je vais te parler de tel sujet », et ça nous oblige quelque part à nous écouter, à nous extraire de nous-mêmes pour pouvoir interagir encore mieux avec autrui. Donc je pense que se rencontrer, que ce soit dans une association, que ce soit dans des clubs de sport, que ce soit dans n'importe quel type d'événement finalement, des cercles de jeux, ce que vous voulez, et c'est tout à fait possible, même sur les réseaux sociaux, de proposer à des personnes qu'elles soient sur le spectre ou non, tiens, moi j'ai envie d'aller au cinéma, je voudrais qu'on soit 4 en tout, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Par contre, ça va être possible que pour les personnes TSA qui n'ont pas de difficulté à entrer en interaction avec les autres. Mais comme il y a des réseaux sociaux, des forums, des choses spécialisées, où on peut échanger avec autrui en face à face, je pense que c'est une alternative qui est intéressante. Il est possible aussi, justement, pour des parents d'enfants autistes, de passer par leurs intérêts spécifiques pour des apprentissages, que ce soit au niveau purement scolaire ou au niveau des interactions sociales. Par exemple, dire à un enfant « je sais que tu aimes ça », lui poser une question à ce sujet-là, mais une. Alors ça va sembler un peu cliché, mais un enfant autiste qui est passionné par les dinosaures. Les parents le savent. Ah tiens, la phrase toute bête, je ne me rappelle plus comment s'appelle ce dinosaure-là. Là, vous savez qu'il risque d'être parti pour en parler à un moment donné. Et justement, saisir l'occasion d'utiliser cette interaction sociale pour lui expliquer. Voilà, tu vois, tu peux, en limitant ton temps de parole, ça s'apprend, entrer en interaction avec des jeunes, des enfants, ou même des adultes qui ont une passion similaire ou une curiosité similaire. Peut-être que les dinosaures, c'est un petit peu plus complexe, mais ça peut être les trains, ça pourrait être, j'en sais rien, n'importe quoi, en fait, ça fonctionne. Ça peut fonctionner en tout cas. Donc moi j'encourage l'entourage des enfants autistes ou ados d'ailleurs à utiliser des intérêts spécifiques pour améliorer des interactions sociales. Il existe aussi un petit peu partout en France des regroupements pour effectuer des habiletés sociales, des groupes de parole, des choses comme ça, et même des personnes adultes TSA qui peuvent partager leurs expériences, donner des exemples et créer quelque chose d'un peu plus intime et intimiste pour pouvoir donner des clés et vous aider, vous parents ou vous personnes concernées, à améliorer ce que vous souhaitez améliorer. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire sous la vidéo ou pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sur mon mur, et j'y répondrai, comme je le fais toujours, dès que je le peux, dès que je lis, je vous réponds, et j'espère que la plupart d'entre vous
resteront fidèles parce que j'ai encore tellement de choses à vous raconter. Merci beaucoup.